Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, bienvenue, amis internautes, pour cette deuxième émission, le médium et l'ingénieur. Cette deuxième émission, alors, bien évidemment, on a besoin de vous, on a besoin que vous commentiez cette émission encore une fois, parce que vous vous posez peut-être des questions. Eh bien, c'est le moment ou jamais de savoir que, bien, par exemple, c'est ce que je dis, entre la médiumnité et entre la science et la médiumnité, eh bien, il n'y a pas de guéguerre, il n'y a pas d'ambiguïté. Finalement, c'est une continuité. Et ce que je voulais vous dire, et ça c'est très très important, amis internautes, moi je me rappelle de Moïse quand il était sous le Sinaï et qu'il est redescendu, et qu'il a dit à Josué, je veux savoir, je sais maintenant que Dieu est une science. C'est absolument incroyable. Donc finalement, est-ce que finalement Moïse comparer Dieu à une équation mathématique? Salut. Oui, alors merci pour cette entrée en matière. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors effectivement, je crois que tu l'as dit, on avait envie de revenir là dès cette deuxième émission, après une entrée en matière dans la première qui a été un petit peu bousculante, mais on le souhaitait ainsi, on voulait voir comment les gens réagissaient. Et là, on souhaite à présent mettre les choses, mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit, comme tu l'as justement dit, il n'y a pas de guerre entre la science et la spiritualité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a un terrain d'entente fondamental entre nos deux visions, c'est on se rejoint absolument sur l'essentiel. Les croyances, on a une croyance commune en Dieu, on a une croyance commune en l'esprit, l'esprit en tant que souffle créateur, on a une croyance commune en l'âme, en la manifestation de Dieu, en les anges, en les maîtres ascensionnés, en la lumière. Bref, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, comme on dit, qui nous sépare sur le côté croyant, sur la foi que nous avons dans ces manifestations. Alors c'est vrai qu'on a des différences d'approche. Toi, Laurent, tu es dans l'expérience, ce qu'on appelle l'expérience intuitive, le ressenti. Tu es habité par un phénomène que tu C'est as ça. expérimenté. Hein, voilà. Et donc, ton rôle en tant que médium, si on essaie de poser un peu les choses, ton rôle en tant que médium, c'est de témoigner. C'est témoigner de l'existence de ces phénomènes et, dans une certaine mesure, d'apporter des formes de preuves parce que par les clairvoyances que tu fais, par les prédictions que tu fais lorsqu'elles se réalisent. Là, on se dit, bon, le type accède effectivement à quelque chose, à un champ d'information, à des énergies, et ce qu'il dit, ben, c'est réel, on ne peut pas le contrer parce qu'on a la preuve que ce qu'il nous a annoncé, ben, ça s'est réalisé. Donc ça, c'est le domaine, c'est ton domaine du ressenti, de l'intuitif, etc. Et tu témoignes de ça. Et puis moi, en tant qu'ingénieur, moi qui viens au départ, qui suis plutôt cartésien, ben mon rôle, ça serait plutôt de démontrer. Mais de démontrer quoi? De montrer que la science, finalement, elle ne contredit en aucun cas les expériences spirituelles. La science, au contraire, elle éclaire. Elle éclaire, elle explique les choses, elle éclaire la structure de tous ces phénomènes en disant, ben voilà, moi, ce que j'y vois, ça tombe bien parce que j'y vois une cohérence entre ce qui est annoncé par Laurent dans son expérience et puis ce que la science me dit. Mais la science dure, hein, quand on est dans la physique quantique, on est dans la science dure. Donc moi, mon rôle, c'est plutôt de démontrer que la science dit quelque chose qui est avéré, c'est de le proposer, c'est de quelque part Mhm. amener une forme de preuve scientifique par la mesure et de réconcilier les deux. Et c'est ça l'engagement que l'on a, je crois, tous les deux, c'est d'apporter une forme de réconciliation qui permette que tout le monde ait une compréhension du monde qui soit, et que on puisse aussi faire accéder à ces phénomènes, à ces croyances, bien les gens qui sont plutôt de nature sceptique, qui sont plutôt cartésiens au départ. Voilà, je crois, ce qui était important. Moi, j'ai une métaphore, si tu veux. Je crois que je t'en ai déjà parlé. C'est la métaphore de l'ingénieur et du pilote de F1. Ah, ça Ça j'aime te bien. rappelle quelque Oui, tu m'en chose? avais parlé. Je trouve ça, non, franchement, je trouve ça vraiment génial. Et aussi le pilote d'avion. Enfin, ouais, je Voilà. trouve ça bien. Bah, l'ingénieur, lui, il construit la machine. Un ingénieur, c'est un passionné de mécanique, c'est quelqu'un qui sait construire un moteur, qui est passionné par la transmission de la force, la transmission de la puissance, par les énergies, par le carburant, par l'induction donc des carburants dans le moteur, sur comment finalement les systèmes de freinage, comment on optimise par l'aérodynamisme. L'ingénieur, il est passionné de tout ça et lui, son but, c'est de fabriquer le bolide le plus puissant possible.
A contrario, le pilote de F1, lui, il n'a pas en tête, il ne sait pas comment, pas forcément dans le détail, comment on construit la machine. Il sait bien qu'il y a un moteur, il sait bien qu'il y a des freins, il sait bien tout ça, mais c'est pas son but de savoir comment la boîte de transmission elle est raccordée, est-ce qu'elle est transversale, est-ce qu'elle est longitudinale, etc. Le pilote, lui, c'est de piloter la machine. Et c'est d'être le plus performant, c'est d'aller le plus vite possible, c'est d'utiliser la machine au mieux pour la faire gagner la course sur le circuit. Et donc, ils ont besoin, par contre, un pilote de F1, et vous le voyez, ceux qui s'intéressent un petit peu à la F1, ils le voient dans tous les reportages, on voit très bien dans les paddocks, on voit les Ouais. équipes d'ingénieurs, des nuées d'équipes d'ingénieurs qui sont autour d'un pilote. Et les deux, ils communiquent en permanence. Le pilote, il donne ses ressentis. Le pilote, il dit, oh là là, là, il y a du sous-virement. Là, au freinage, ça va pas. Là, en termes d'aérodynamisme, c'est pas bon. Là, je vois que la voiture, elle vibre, elle a des secousses. Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est le freinage? Est-ce que c'est l'aérodynamisme? Il n'en sait rien. Lui, il donne les informations à l'ingénieur qui, lui, va essayer de traduire, dire, bon, si lui, il ressent ça dans sa manière de piloter, dans sa manière d'avancer, dans sa manière de diriger le véhicule, c'est que peut-être je peux trouver une solution. Et les deux ont une mission commune, c'est de faire rouler la voiture, c'est de la faire gagner, c'est de faire la course, c'est de faire aimer le sport aux gens. C'est exactement ça notre truc. C'est que toi, tu es le pilote finalement, parce que toi, tu le vis dans ta chair, là, et puis moi, ben, Mais moi c'est j'essaie de vrai ce que tu dis. l'expliquer. Hmm. Et c'est C'est ce qui fait vrai. qu'il y a des ingénieurs qui font un petit peu de course comme ça à côté pour essayer de mieux comprendre, et puis qu'il y a des pilotes qui s'intéressent un petit peu à la mécanique quand même pour comprendre aussi. Hmm. C'est ça. Hmm. Et tu as la Oui, même c'est vrai. chose dans les avions. Voilà, et c'est ce que j'allais te dire, c'est quand même incroyable parce que tu m'avais dit aussi une histoire d'avion. C'est vrai que je trouvais ça mais incroyable. On va prendre un exemple, par exemple le Brésil-Paris qui s'est crashé, qui a fait de nombreux morts d'ailleurs. Et on s'était aperçu, après les ingénieurs se sont aperçus que finalement c'était une erreur tout simplement de pilotage parce que en fait les capteurs du Boeing, de l'avion, d'accord, et en fait avaient gelé. Et en fait, il y avait de la glace qui se trouvait justement devant ces capteurs, si bien que les pilotes n'avaient plus la notion de l'altitude. Donc, en fait, ils ne savaient pas que, en fait, l'avion était resté je veux dire, dans sa course linéaire, sauf que comment on appelle ça, au tableau de bord, on voyait le cadran qui disait que l'avion baissait. Il y aurait eu un ingénieur, il est vrai, dans l'avion, là, à ce moment-là, on évitait le crash. Mais Laurent, c'est toute l'histoire de l'aviation civile. Il y a encore une trentaine d'années, il y avait toujours un ingénieur navigant, un officier ingénieur navigant, un mécanicien de bord. Il y avait ça. Parce que le type était capable, lui, de regarder, d'ausculter, de comprendre. La machine, elle, la machine aujourd'hui, alors on dit on n'a plus besoin parce qu'il y a des ordinateurs qui sont puissants. Eh oui, sauf que l'ordinateur, eh ben, il traite de façon algorithmique des informations. Bien sûr. L'ordinateur, ce n'est pas une conscience. Et peut-être que dans certaines circonstances, d'ailleurs, c'est ce qui se passait dans les années où les avions étaient pilotés avec des navigants, c'est que l'ingénieur navigant, lui, aurait été peut-être capable de se dire, attends, j'ai telle information, mais c'est pas cohérent. Et en ayant un petit peu plus la connaissance des systèmes, en disant, bon, là, si j'ai telle information, c'est qu'elle vient de tel endroit, si elle vient de tel endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la supériorité de l'homme sur la machine. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, hein. Moi, je l'utilise tous les jours dans mon travail. Je sais très Ouais, bien qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle, tu lui fais dire n'importe quoi ou elle peut partir en vrille. En bien état sûr. actuel de la technologie, elle peut partir en vrille. Donc c'est la même chose. Bah, tout ça pour illustrer que nous, tous les deux, ce qu'on veut vous faire passer, c'est que finalement, on a une mission commune. On a une mission commune, Laurent en tant que médium, en tant que clairvoyant, en tant que Mhm. quelqu'un qui est dans le monde de la spiritualité très imprégné, et moi en tant qu'ingénieur qui ne suis pas moins imprégné dans la spiritualité, mais qui y Et suis c'est, venu alors grâce c'est là que je à vais te la couper, science. c'est là que je vais te couper vraiment, et je m'excuse, Fabrice, mais ce qui est incroyable, c'est que, oui, on se rejoint dans nos idées, et tu crois énormément en cette lumière. Et c'est là que tu m'as bluffé quelque part par rapport, je veux dire, à quand on parlait ensemble, où je me disais, mais finalement, on est tous les deux, je veux dire, sur la même route, sauf que c'est ce truc de chiffres de lettres que je ne comprends pas, d'équation. Oui, alors, parce qu'il ne faut pas, hein, et voilà, d'équation. Alors, il ne faut pas se laisser, c'est vrai qu'il ne faut pas, de même qu'il ne faut pas se laisser aveugler par le dogme.
en Hum. spiritualité ou dans la religion. Il ne faut pas se laisser non plus aveugler par le dogme scientifique. C'est-à-dire que moi, si tu veux, quand je dis tout ça, c'est une équation mathématique, quand je parle du néant, je dis, mais c'est fabuleux parce que même les mathématiques prouvent l'infinité du néant, etc. On y reviendra à la fin parce que j'ai un fameux exemple aussi, une très D'où belle vient synchronicité. un message d'un de nos internautes qu'on salue d'ailleurs, Jérôme, qui en parlait de Planck dans une de ses questions, qui disait que, Oui, ouais, voilà, et on salue Jérôme d'ailleurs hein, via cette ah oui, oui, je vidéo. le remercie parce que son commentaire abondait tout à fait. Alors, c'est pas par ego, hein, par, Non, mais, que je le non, salue, mais, mais voilà, je dis, voilà, il y a quelqu'un qui a compris, effectivement, et on est en toute humilité. Parce que quand on explique des principes scientifiques, je suis tout à fait conscient que c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais le but de toute cette série d'émissions, parce qu'on n'en est pas à deux, on en a déjà une trentaine de programmés. Le but, à la limite, une fois qu'on aura expliqué la mécanique de départ, c'est de comprendre l'implication dans nos vies quotidiennes. bien Et tout sûr. ça, et le fait de savoir que ça s'appuie sur une architecture solide et pas uniquement sur une architecture finalement de pure croyance, parce que quand on est Hum. dans la religion, par exemple, on est dans la pure croyance, et bien ça rassure beaucoup. Et nous, notre démarche, c'est quand même quoi? C'est de contribuer tous les deux à un nouvel âge d'or. C'est de faire en sorte qu'il y ait le C'est plus beau. possible de gens qui soient éveillés. C'est l'élévation des consciences. Et l'élévation des consciences, eh ben, c'est pas uniquement en s'appuyant sur les gens qui ont la foi. Parce que si c'est sur s'appuyer sur les gens qui ont la foi, ben, on va rester à un nombre de gens qui est quand même restreint par rapport à l'ensemble des gens. Et beaucoup de gens sont plutôt cartésiens. Beaucoup de gens sont plutôt, ils demandent, je ne crois que ce que je vois. Et si on veut emmener ces gens-là sur l'éveil des consciences, si on veut leur faire prendre conscience qu'effectivement il y a quelque chose de supérieur, eh bien à ces gens-là, faut plutôt leur expliquer les mécanismes, leur expliquer comment on peut décemment dire qu'il y a une justification un petit peu scientifique. Le mot, il est peut-être exagéré, mais en tout cas, non, c'est factuel, c'est factuel. Et donc, ça permet d'emmener ces gens-là et ça permet donc de passer un seuil à un moment donné où il y aura beaucoup de gens qui seront comme moi, qui viendront d'un domaine plus cartésien. Parce que moi, je vous certifie que j'étais vraiment cartésien pur de pur. Mais du jour où j'ai découvert que, comme le disait Jérôme, le rappelait avec Max Planck, que finalement le vide n'est pas vide, le vide il est plein de vibrations et que ces vibrations finalement, bah, c'est juste la structure, c'est l'esprit, c'est Dieu, c'est la définition de Dieu, toutes ces potentialités qui émergent. Et je me suis dit, putain, mais c'est bien vrai, il a démontré l'existence de Dieu. Si moi j'étais capable de faire le chemin, il y a plein de gens qui vont pouvoir le faire. Voilà. Donc notre but, c'est de faire en sorte que bah, les égrégores, comme vous parlez souvent de la matrice, alors après, il y a des histoires de vocabulaire, parce que moi, souvent quand tu dis Bien évidemment. la matrice, moi, je dis, j'aime pas quand tu dis ça, Laurent. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Moi, je trouve pas ça approprié, parce que pour moi, la matrice, c'est le moule, c'est ce qui génère. Et pour moi, c'est l'esprit. C'est ce qui génère les âmes, c'est ce qui nous génère, ce qui génère les plantes, les animaux, etc. Or là, ce que tu décris, c'est-à-dire ces influences d'ordre planétaire, qui sont des influences de pouvoir, d'argent, etc., c'est ce qu'on appelle des égrégores. On fera une émission là-dessus. Et disons, voyons ça comme des immenses nuages énergétiques qui nous embrument tous. Voilà. Sauf la bonne nouvelle, donc c'est pas une matrice au sens où c'est pas eux qui nous génèrent, mais c'est eux Bien qui nous sûr. embrument. C'est Bien eux qui sûr. essaient, ce sont ces égrégores, ces gros nuages-là d'énergie négative qui nous embrument et qui Hum. nous emmènent dans des comportements qui sont comportements sociétaux, hein, donc avec une influence énorme sur la conduite de nos vies. Eh bien, ces énergies-là, il existe aussi des énergies positives. Il existe aussi des nuages d'énergie positive. Et finalement, les égrégores des gens qui sont éveillés, des gens qui sont plus dans la spiritualité, ben, cet égrégore-là, il peut monter. Cet égrégore-là, un jour, l'âge d'or, c'est quoi? C'est le jour où cet égrégore des gens qui seront éveillés, soit parce qu'ils ont eu la foi naturellement, soit qu'ils sont aptes à assimiler des croyances pures, soit parce qu'ils auront suivi un chemin où ils auront dit, tiens, c'est vrai, il y a un mécanisme qui le prouve scientifiquement, etc. Donc, il y a bien quelque chose, une conscience supérieure qui me guide, etc. Donc, quand on aura emmené tous ces gens-là, eh bien, on risque d'avoir un égrégore, c'est-à-dire une zone énergétique d'influence qui va être beaucoup plus importante par rapport à celle des influences négatives que sont ces égrégores de pouvoir. Et là, on sera dans l'âge d'or, c'est-à-dire on aura dépassé la masse critique. On aura dépassé, c'est-à-dire il y aura plus de gens qui seront éveillés, qui auront du discernement par rapport à ce que c'est que la conscience, par rapport à ce que c'est que l'amour.
que de gens qui seront enfermés dans des égrégores de pouvoir, de lutte, de colère, etc., d'argent et tout ce qu'on veut. Donc nous, notre mission, c'est bien ça, c'est d'emmener tout le monde, parce que tu connais le dicton, hein, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ben, tout à fait. Et c'est là qu'on a besoin. C'est pour ça que je On dis, parlera de l'âme et amis des internautes, on a vraiment, polarités et des vraiment, besoins. mes amis de lumière, on a vraiment, vraiment besoin de vous. Et on a besoin de comprendre. Donc, alors, j'ai envie de te dire, D'ailleurs, ouais. vas-y Fabrice, Oui, non, vas-y, non, je vous écoute. quand tu dis besoin de comprendre, je voulais ajouter qu'effectivement, même pour les gens qui sont croyants et qui sont pas forcément, ils ont pas, moi, on n'a pas vocation à donner un vernis scientifique à tout le monde, hein. On n'a pas envie Hum. de faire des interros pour savoir si tout le monde maîtrise les bases de la physique quantique. C'est absolument pas du tout notre esprit. Mais même la science, elle peut, par exemple, elle peut être un rempart par rapport au doute. Parce que quand les gens, toi, tu les invites à prier beaucoup, etc., avec pas mal de résultats, mais ça reste un petit nombre. Il y a quand même beaucoup de gens qui se disent, ah, j'ai pas été exaucé dans mes prières, j'ai demandé ça, puis j'ai pas eu. Et par rapport au doute, justement, par rapport à tout cela, la science, ou en tout cas la méthodologie qui en découle, l'ontologie qui en découle, eh ben, elle va permettre de comprendre la complexité. C'est l'objet de mon deuxième bouquin sur la complexité du changement. C'est-à-dire qu'une fois que je t'ai expliqué le monde, comment il fonctionne avec toutes ces énergies, l'esprit, l'univers, les âmes, comment ça fonctionne, je suis capable de dire aussi à un moment donné pourquoi éventuellement une prière, elle n'est pas exaucée. Pourquoi elle n'est pas exaucée? Et donc là, le fait de comprendre les mécanismes, ça peut aider. C'est aussi une histoire de responsabilisation sur le travail qu'on a à faire sur soi. C'est-à-dire Jésus, je crois bien, même si ma culture biblique n'est pas excellente, mais je crois bien qu'il y a un discours qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Pour moi, aide-toi, le ciel Alors, t'aidera. oui, alors tout à fait, Ça veut dire tout à fait. Alors, l'introspection. et alors, je suis d'accord avec toi, c'est comme dans la médiumnité, dans la clairvoyance. Bien évidemment, je dis toujours aux personnes, quand je fais la clairvoyance, mes guides me parlent. Alors, soit que soit que j'aperçois les images, ou alors c'est des sons que je perçois. Ça peut se passer aussi par des frissons dans mon corps, par des vibrations. En fait, je suis l'intermédiaire entre le divin, voilà, le divin et la personne avec qui je fais la médiumnité. Mais ce que tu viens de dire est complètement vrai. Parce que là, par contre, je te dis bravo parce que je dis toujours, vous savez, là, le divin, il vous dit de prendre la route à droite. Si vous prenez la route à gauche, eh ben voilà, il ne se passera rien. Et vous avez le Donc, libre arbitre pour le faire. et voilà, et voilà. Et donc, d'où vient ce que tu dis que là, je te rejoins parce que effectivement, alors là, finalement, est-ce qu'il y a une vraie preuve scientifique quand on parle de ça? Le divin, quand il me dit ça, et quand je dis ça aux personnes, dire, attendez, le divin, moi je vous guide, on dit médium, on dit clairvoyant, on dit, mais c'est une guidance. La médiumnité, on guide la personne. Tout à fait. En tant que médium, tu accèdes et on fera une émission spécialement sur la Ouais. médiumnité pour définir, décrire tous les domaines, les champs d'information. Quand tu te connectes, est-ce que tu te connectes à l'âme? Est-ce que tu te connectes à l'esprit? Est-ce que tu te connectes aux annales akashiques? À quoi tu te connectes? Est-ce que tu te connectes à des guides? Qui sont les guides et quel est leur rôle? Ça mérite qu'on passe une émission là-dessus. Toujours est-il, ce qu'il faut retenir, c'est que toi, tu vas capter de l'information qui est censée être à destination de la personne. Bon, à supposer qu'on va faire abstraction du fait que tu as ton propre filtre aussi égotique, hein, tu es aussi une personne. Ton ego, à un moment donné, ta conscience peut interpréter ça. Mais on va faire abstraction de ça. À partir du moment où tu donnes une information à une personne, ben, libre à elle, parce que la personne, elle va être dans sa condition humaine. C'est-à-dire que la personne va avoir des croyances, la personne va avoir des conditionnements, la personne va avoir des comportements compensateurs. Et tous ces éléments-là font que, bon, ça ne va pas forcément raisonner, ou elle va dire, oh ben je laisse faire, je verrai si ça vient. Mais non, parce que ça ne va pas forcément suffire, dans la mesure où, là, ça sera encore une autre émission, quand on va décrypter, déployer entre ce que je perçois, ce que je ressens, entre mes croyances, entre mes conditionnements, entre les rôles que je joue, etc. Quand on va déplier tout ça, on va se rendre compte qu'énergétiquement, avec nos mémoires cellulaires, on verra aussi ça, bien, on est imprégné de conditionnements, on est imprégné de programmes qui font que des fois, on n'a pas envie. Si tu dois aller on te dit, il faudrait mieux que tu ailles à droite, et tu dis, non, je ne le sens pas, je vais aller à gauche, mais tu as le droit d'aller à gauche. Bien Il y a sûr. pas, c'est pas écrit là-haut que tu dois aller à gauche. Ce qui est écrit là-haut, c'est globalement ce que tu dois énergétiquement harmoniser.
Voilà, on va le dire comme ça. Mhm. On parlera de l'âme et des polarités et des besoins chez l'humain que ça a traduit. Mais donc, tu as un total libre arbitre pour le faire. Effectivement, maintenant, si tu ne le fais pas, OK. Mais le but du jeu, c'est d'harmoniser. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est quand même de te déconditionner. Le but du jeu, c'est d'abandonner des croyances qui te limitent. Le but du jeu, c'est d'abandonner des comportements qui sont compensateurs, qui sont délétères pour toi. Ça reste ça le but du jeu. Donc, à un moment donné, tant que tu n'as pas compris tout ça, tu ne peux pas avoir une vision, on essaiera de la rendre la plus claire possible sur la complexité de ce changement, aussi bien énergétique que psycho-émotionnel, etc. Mais quand on a une vision de tout ça, mais on va se rendre compte qu'à un moment donné, on peut travailler et c'est absolument nécessaire. L'introspection, c'est un travail nécessaire. Le travail sur toi, sur soi de manière holistique, c'est-à-dire en englobant tous les champs, aussi bien énergétique que psycho-émotionnel, que biologique, physiologique, que quand on intègre tout ça, on verra que comme on est des êtres énergétiques, j'ai dit la dernière fois, l'âme, c'est une boule d'énergie. Ben oui, on est une boule d'énergie, donc on a une polarité, on a une tonalité énergétique globale. Selon cette tonalité, c'est comme des aimants. Les énergies, elles s'attirent ou elles se repoussent. On appelle ça de la résonance fréquentielle, la résonance de fréquence. Les fréquences, elles résonnent, donc elles s'attirent, hein. On dit souvent la même longueur d'onde. Quand on dit une Oui, âme sœur, on dit on est sur la même longueur d'onde. c'est vrai. Voilà, ben ça, pour attirer une bonne longueur d'onde, si toi, ta polarité à toi énergétique, elle n'est pas accordée, tu ne l'attireras pas. Ça ne marchera pas. Donc pour ça, il faut comprendre comment le bousin il fonctionne, comme on dit. C'est tout l'objet. Voilà, on va le déployer dans d'autres émissions, mais c'est là où le côté, on va dire, scientifique, un peu technique, le côté raison, le côté réflexion, etc., compréhension des processus qui sont à l'œuvre, c'est là où c'est vachement important pour avancer. Et naturellement, être juste spirituel en adressant des prières, ça ne va pas forcément suffire. Et c'est là où on est totalement complémentaires, à l'instar du pilote de F1 et de l'ingénieur. Si tu expliques au pilote un certain nombre de choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire et pourquoi il faut les faire et quel va être le résultat qu'il va obtenir sur la piste, bah, il va le mettre en pratique normalement. Il ne va peut-être pas le mettre en pratique la première fois, il ne va peut-être pas le mettre en pratique la deuxième fois. Mais quand il aura cassé la voiture une fois, quand il aura cassé la voiture deux, trois fois, là, le boss là-haut, il va lui dire, dis donc, tu commences à me coûter cher avec tes conneries, écoute un peu ce qui se passe. Et toi, c'est pareil, on dit le divin, où globalement, tes énergies qui te constituent, à un moment donné, elles auront un impact sur ta physiologie, tu vas te faire une saloperie, hein. Et ton corps, il va te dire, ça suffit tes conneries, hein. Moi, je ne supporte plus. Voilà. C'est là où vraiment l'ancrage de la foi dans quelque chose, dans une compréhension des mécanismes, dans la compréhension du fonctionnement du monde finalement, dans la compréhension du fonctionnement de l'univers, c'est là où ça nous aide. C'est comme un booster. Ça t'aide à aller beaucoup plus vite. Voilà. Voilà Incroyable. l'intérêt que j'y vois, même pour les gens qui sont croyants. Ici, ça permet, en plus, pour quelqu'un qui est croyant, quand on lui explique ça, alors certaines choses resteront brumeuses, je suis sûr. Mais par contre, d'autres choses, expliquer les mécanismes entre les perceptions, les croyances, etc., ça va être déjà plus accessible. Quand on va lui expliquer ça et quand il va comprendre les mécanismes, ben, ça va lui permettre aussi quoi, de les expliquer aux autres. Donc de dire, OK, moi j'ai la foi, mais j'ai la foi qui est assise vraiment sur quelque chose, une compréhension beaucoup plus large, je sais comment je fonctionne, etc. Je sais aussi, puisque quand on décrit le fonctionnement, c'est un fonctionnement d'écosystème. On appelle ça l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a l'humain, mais moi, dans ce que je décris, c'est aussi les interactions avec les énergies. On en a parlé tout à l'heure, les énergies, les égrégores, les énergies qui Oui. sont manipulatrices, qui ont des influences délétères sur nous. Bien, quand on explique ça, ça permet vraiment d'avoir une vision globale du fonctionnement du monde. Et même, ça permet d'avoir la vision globale de ben, c'est quoi les guides, c'est quoi les anges, etc. Pour ça, il faut expliquer ce que c'est que les différentes formes d'énergie, etc. Et voir comment on peut s'interagir. Toi, en tant que médium, tu sais par exemple que souvent, on va te dire, bon, bah, il y a des énergies en termes de guides et d'anges qui sont des fréquences qui sont très, très hautes. Et que pour pouvoir les atteindre, toi, tu dois monter tes vibrations pouvoir avoir une chance d'entrer en connexion. C'est pour ça que tu vas passer en état modifié de conscience pour avoir une bande passante très petite qui te permet de recevoir l'information. Si tu as picolé comme un dingue, que tu es fatigué et puis que tu es un peu malade, tu connectes personne, hein. Ah non, Tu mais n'y c'est arriveras clair. pas. Complètement. Donc, Mm. et le fait d'avoir ce type de comportement, ça t'abaisse ta fréquence globale, ça abaisse tes énergies. Donc, tu ne peux pas entrer en connexion avec quelque chose qui a une fréquence plus haute. Pardon, au titre de la résonance des fréquences qui est nécessaire pour établir la communication.
Tu sais, c'est un peu de la. Alors moi, je viens du monde des télécoms, hein. Donc, c'est évident Mhm. que bah, c'est ce qu'on apprend. Mais tu sais, un technicien télécom de base, bah, il apprend les fréquences, il apprend le multiplexage en longueur d'onde, la communication avec les satellites. Bah, il apprend finalement la même chose. Aujourd'hui, les gens, ils disent, ouais, bon, spiritualité, machin, etc. Il chope des informations. Ouais, le mec, il est taré. Oui, ça les étonne pas d'avoir un téléphone sur lequel il y a de l'internet, de la télé, il y a l'accès à des bases de données, il y a de la vidéo, il y a tout ce que tu veux. Ça les gêne pas du tout. Ça les étonne pas de voir qu'il y a un Mhm. appareil qui est connecté à rien et qui reçoit de l'information de partout. Par contre, imaginez que toi, puisque tu as un système énergétique, tu ne sois pas capable d'accorder tes fréquences de réception, ton cerveau agissant comme un récepteur de télé ou un récepteur radio ou un téléphone portable, ça, ça les gêne. Alors finalement, ça s'explique assez bien sur le côté et sans rentrer dans un cours sur les transmissions en longueur d'onde, hein. On ne rentre pas là-dedans. On explique simplement qu'on est fait de champs de fréquences électromagnétiques. Il y a un autre domaine où on le voit bien. On sait que les bandes de fréquences, bah, elles sont étagées. C'est-à-dire qu'on capte une certaine gamme de fréquences. On sait par exemple que les animaux, ils ne voient pas la couleur. Or, nous, on voit la couleur. Mais on peut imaginer qu'il y a d'autres entités à notre niveau qui voient encore d'autres couleurs. C'est ce que décrivent des gens qui ont fait parfois des NDE, où ils disent, j'ai vu des couleurs C'est extraordinaires qui ça. n'existent pas sur Terre. Parce ils étaient montés dans une autre gamme de Je fréquences. peux t'en parler en connaissance de cause, oui, c'est ça. Mhm. C'est des couleurs indescriptibles. C'est qu'on ne Voilà. peut Alors, même pas. c'est Ouais, tout à fait. de la même manière, les gens qui disent, bon, soigner par l'énergie, tout ça, c'est des conneries. Et les gars, comment on soigne des cancers? La radiothérapie, vous connaissez? C'est quoi la radiothérapie? Sinon des rayons X, c'est quoi? C'est de l'énergie. Ouais. Donc, voilà. Et alors, c'est pour ça que jeter le bébé avec l'eau du bain, ou dire, oh, les scientifiques, les matheux, les équations, tout ça, on s'en tape. Ben, on s'en tape si on veut, mais si on essaie de regarder un tout petit peu, on va voir qu'on accède à une compréhension beaucoup plus large et qu'on peut emmener les autres. Surtout, on peut emmener les autres parce que, surtout, plus les gens vont être cartésiens, plus ils vont être matérialistes, plus ils vont avoir besoin qu'on leur donne une sorte de preuves, et les preuves scientifiques. Par nature, le fait que ce soit totalement hiérarchisé, on va dire que le raisonnement soit un peu hiérarchique de la connaissance, etc., fait que bon, ça donne une structure qui amène à avoir une vraie compréhension, quoi, voilà. Ouais, Mais c'est pour ça que bon, c'est vrai que chaque fois qu'on a des discussions tous les deux, c'est là que ça nous est venu d'ailleurs le concept, parce que eh ben, on finit toujours par s'entendre. Quand je te dis, bah, attends, tu dis la lumière, mais moi, la lumière, tiens, je vais te définir comment je la vois et à quoi. Et même ma vision de la lumière est plus large que la tienne. Là aussi, on en reparlera. Mais toi, tu la vois en tant qu'énergie que tu as ressentie. bien Et moi, sûr. je peux même y ajouter un sens métaphorique accessible à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont jamais vu. Parce que les gens qui te regardent, ils nous parlent de la lumière, Laurent, mais moi, je ne l'ai jamais vu, la lumière. Bah oui, mais et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est de la clarté et de la chaleur. La clarté, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire la distinction. Et la chaleur, c'est ce qui réconforte, c'est une forme d'amour finalement. Donc Mhm. faire la lumière en soi, c'est mettre de la distinction sur tous ces mécanismes qui nous bloquent. Donc c'est ramener à l'introspection. Quand on dit de faire de la lumière, c'est un bosse sur toi. Mets de la lumière en toi pour voir qu'est-ce qui bloque. Et la chaleur, c'est ne te juge pas, ne sois pas dans la culpabilité. Voilà, et c'est nos discussions qui nous ont amenés à ça. Et c'est vrai qu'on est vers une convergence qui est évidente. C'est-à-dire, si on replace même un petit peu les choses avec toutes les disciplines. Donc, moi, je parle de la métaphysique. La métaphysique, c'est la science des causes premières. C'est depuis Socrate, Platon, Aristote, jusqu'aux métaphysiciens modernes hein, que j'ai déjà cités, comme Franck Hatem. Euh, voilà, ça fait des millénaires que les gens étudient ces questions fondamentales parce que c'est toujours la même chose, d'où on vient. Et on a besoin d'une réponse quand même. Donc ça, c'est la métaphysique. Elle donne une solution. Ouais, voilà, en métaphysique, on dit c'est le néant. Voilà, et on explique, comme je l'ai déjà expliqué, même si c'est très rébarbatif. De cette explication, une fois qu'on a la base, il y a l'ontologie. L'ontologie, c'est dire ben, comment fonctionne l'être à partir de cette mécanique. C'est ce qui fait que moi, je donne une explication. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'esprit? C'est quoi les anges? C'est quoi la lumière? Je peux définir ça, et ça s'appelle l'ontologie. Après, il y a la spiritualité, c'est les pratiques.
Toi, les pratiques, ça va être la prière, ça va être les états modifiés de conscience, ça va être le lâcher-prise, ça c'est des pratiques spirituelles, c'est des pratiques qui sont destinées à nous déconditionner, Mais- sortir de ce qui nous empêche de voir clair autour de nous. Et la religion, c'est quoi? Ben, la religion, c'est juste qu'au lieu de faire ça tout seul, d'avoir cette compréhension, cette démarche et de mettre en place ces pratiques, comme les gens qui font du développement personnel, la religion, c'est un système social organisé qui organise donc des pratiques spirituelles et des rituels. Et c'est pour ça que, comme tout système organisé, la religion a des dérives, parce que c'est des mecs qui ont fabriqué un cadre autour de tout ça. Ils ont Mhm. dit, ben voilà, puis alors, il y a de belles histoires, il y a Jésus. Alors, merde, ça n'enlève pas la réalité effective d'un type qui s'appelait Jésus et qui était un maître ascensionné, un gars qui avait déjà un très très haut niveau de conscience et qui est arrivé en s'incarnant pour délivrer un message. Ça n'enlève pas, mais toute la Bible, c'est des histoires qu'on met autour, c'est des rituels. Pourquoi il y a une religion? Et puis ça enferme. Moi, pendant longtemps, j'ai dit, la religion, c'est de la spiritualité avec du marketing dessus. Ah non, mais complètement. C'est-à-dire que Ouais, je suis ils ont complètement tous d'accord. leur marque. Et puis les mecs, eh ben, ils te disent, bon, bah toi, là, il faut pas manger ceci, il faut pas manger cela, il faut pas boire ceci, il faut pas faire ce. Ben, non, t'as pas besoin de tout ça. Alors oui, on va dire qu'il y a une utilité parce qu'il y a des tas de gens qui ont besoin d'être guidés. Et une religion, quand elle est saine, quand elle a des pratiques saines, elle permet de guider. Elle permet d'amener plus de monde. Elle permet de structurer un petit peu. Bon, voilà. Et tu as la science. Et la science, bah, c'est la démarche d'observation, d'expérimentation, de modélisation du monde physique qui est notre réalité à nous, hein, qui est basée Mhm. sur la logique et la preuve. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, tout ce que tu as parlé aujourd'hui. On en a appris beaucoup et on est loin de savoir tout ce qu'il peut se passer dans ta tête, mais on est tellement pressé de tout savoir. Est-ce que tu as une conclusion pour cette deuxième émission, Fabrice? Ouais, alors je vais terminer par une synchronicité. Tu sais, ces trucs des fois qui t'arrivent, une coïncidence incroyable. Ouais. Je réfléchissais justement lors de la dernière émission, quand j'ai dit comment je vais parler quand je parle du néant, ce néant qui donne naissance finalement à l'esprit, qui génère des âmes, etc., qui est cette opposition entre nullité et infini. Et ça, c'est très difficile, ce paradoxe. Comment un paradoxe, une opposition comme ça peut créer de l'énergie, etc. Et donc, je disais, mince, c'est l'infini, c'est l'infinité de potentialités, cet infini-là, quand même, c'est quand même ce qui structure le néant. Et c'est comment je vais expliquer ça. Puis bon, j'ai eu un petit peu mon idée, je l'ai formulée lors de la précédente émission. Puis j'étais quand même en réflexion avec ça. Puis je me balade dans la rue, puis pas loin de chez moi, dans Paris, et puis je rentre dans une église, Saint-Médard, dans le 5e, et je vois exposition Carlo Acutis. Carlo Acutis, c'est ce jeune-là qui a été Alors, béatifié par oui, Léon j'explique pour XIV. nos amis internautes. Carlo Acutis, c'est tout simplement, oui, c'est Carlo a été canonisé, bien sûr, par le Vatican. Carlo Acutis ne se décompose pas, dans un cercueil de verre, et en fait, le fait de venir le voir, eh bien, dans son cercueil de verre, il se passe des miracles. Voilà, c'est un Carlo Acutis, qui est dans le nord de l'Italie d'ailleurs. Qui était le premier saint dit saint digital, saint de l'Internet, parce que Du c'était un 21e jeune siècle, ouais, en et plus. qu'il a beaucoup communiqué par les réseaux sociaux, etc. Et Mm. donc, moi, j'en étais là sur mon idée de l'infini, de cette âme qui est l'énergie, une énergie qui a vocation à se dissiper, à rejoindre l'infini, à rejoindre le néant. Et bon, j'espère que ça va passer tout. Puis je rentre donc dans cette église et je vois exposition Carlo Acutis, qui est d'ailleurs accessible sur Internet s'il y en a qui le veulent. Et d'un seul coup, j'arrive devant le premier panneau, donc réalisé par lui, hein, réalisé par lui, et je vois marqué Carlo Acutis, texte sur fond rouge. Notre objectif doit être l'infini. L'infini est notre patrie. Oh, je veux dire, alors là, putain, regarde. Si Carlo Acutis le dit, voilà, on rejoint Moïse qui dit à Josué, Dieu et la science, voilà, bah, voilà. Rien à ajouter à ça, si tu veux que je te dise. Bah écoute, oui, c'est Carlo Acutis, il l'a dit. C'est vrai que c'est le premier saint d'ailleurs canonisé du 21e siècle euh, par le Vatican. Oui, c'est vrai. C'est vrai que notre patrie est l'infini. C'est beau ça. Ouais, c'est pas mal ça. Moi, ça me va.
Ouais, moi Bon, aussi, ça me va quand même. Alors, ce qu'on va faire, on va bien évidemment avoir l'œil de Sandrine juste après donc notre discours aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose de plus à dire et de quoi on va parler la semaine prochaine? eh ben alors, ben, je pense que la semaine prochaine, ce serait bien qu'on continue et puis que ben, voilà, je vous ai expliqué comment naissent les âmes, alors on va pas revenir. Une fois qu'on a dit que l'âme, c'est une boule d'énergie, eh ben, concrètement, cette boule d'énergie, comment elle évolue? C'est quoi son parcours? On parlera de polarité, on parlera de besoin d'harmonisation de l'âme, comment ça se traduit pour nous en tant qu'être humain dans nos motivations et comment ça évolue. On parlera peut-être de réincarnation. Voilà, je te propose qu'on consacre notre prochaine émission au parcours de l'âme. Eh bien, écoute, ce sera pas mal aussi. Puis il y a des amis internautes qui m'avaient posé des questions en privé en me disant, est-ce que tu pourrais parler aussi de spiritisme? Parce que le spiritisme aussi, paraît-il, que c'est une histoire d'énergie. Ça aussi, il y a des amis de lumière qui m'ont demandé d'en parler avec toi. Donc, Oui, oui, on mais en parlera. c'est totalement dans le cadre lorsque je pense on abordera la question de ces fameux égrégores, quand on parlera aussi de ces différents champs d'information auxquels tu accèdes en tant que médium. Je pense que le spiritisme, c'est tout à fait dans ce cadre-là qu'on pourra l'aborder. D'accord, ok. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour cette deuxième émission. Eh bien, mes amis de lumière, amis internautes, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à la commenter, à poser vos questions également à Fabrice. Il se fera un plaisir, Fabrice, de répondre. Bien Voilà. évidemment, j'essaie de le faire et rappelez-vous d'une chose, hein, l'effet de seuil. Plus on sera nombreux et ensemble, plus on va aller vers cet âge d'or, c'est-à-dire que plus on va atteindre globalement une masse critique en termes de gens éveillés, en termes d'éveil des consciences, et plus on va pouvoir ensemble accéder à des jours meilleurs, on va dire. Le message est bien compris, en tout cas, Fabrice. On va retrouver maintenant Sandrine en images pour la conclusion de cette deuxième émission qui est fabuleuse. Et puis, encore une fois, amis internautes, n'hésitez pas à la partager parce que là, on est, je veux dire, dans du concret. On est dans, moi, je vais dire, dans l'espérance, dans la paix. On est dans l'avenir aussi également. Et puis, on n'est que dans des bonnes choses finalement. Je n'ai rien à ajouter. Merci. Allez, Sandrine, c'est à toi. Réconcilier la science et la spiritualité. En voilà une bonne idée, Fabrice et Laurent. Dans votre vidéo, vous avez pris l'exemple du pilote et du constructeur de la voiture. Donc, comme quoi il y a un ingénieur, effectivement, qui construit une voiture, un véhicule, et quelqu'un qui la conduit, le pilote. Eh bien, savez-vous que ça aussi, ça peut être tout à fait réconcilié dans la nature, et d'ailleurs c'est même la base à mon sens. Regardez cette clémentine. Moi je pense qu'il y a un sacré ingénieur derrière cette clémentine qui a réussi à concevoir un fruit avec une peau, un nombre de quartiers bien déterminé, sachant qu'auparavant, bien évidemment, il y a eu un bourgeon et une fleur, tout ça construit par un ingénieur divin, et qui sait exactement ce qu'il a à faire et ce pourquoi il construit cette clémentine. La fleur qui a alimenté très certainement de nombreux insectes, et ce n'est pas un hasard, car les insectes se dirigent vers des fleurs qui émanent certaines vibrations. Ils ne choisissent pas les fleurs au hasard. Des fleurs qui émanent certaines vibrations en disant viens par là petit bourdon, je suis prête à ce que tu me butines. Ensuite vient le fruit, parfaitement constitué par l'ingénieur. Et on peut reprendre cet exemple de la voiture de l'ingénieur et du pilote, parce que nous avons l'ingénieur parfait qui a construit cette clémentine parfaite, et le petit bourdon qui va venir, qui lui est un pilote de clémentine, puisqu'il va aller polliniser la fleur et répandre ainsi les autres fruits, de manière totalement parfaite. Et je peux vous assurer que le petit insecte pollinisateur, il n'a pas besoin de se poser la question, mais dis donc, constructeur de clémentine, comment as-tu fait pour faire ceci d'une forme tellement parfaite? Il n'a pas besoin de le savoir, il le sait déjà. C'est en lui. Donc l'ingénieur peut être
quelqu'un aussi de spirituel, tout autant que la spiritualité peut être parfaitement ingénieuse. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et moi, en tant qu'humain, aujourd'hui, eh bien, je rends hommage à cet ingénieur divin. Et en tant qu'être hautement spirituel, je mange le divin.